Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus, le premier numéro de la nouvelle saison, de la saison 3 qui vient de commencer. On va du coup commencer cette nouvelle saison de Serie A avec l'Inter, avec ce premier numéro du Focus. Un plaisir de vous retrouver. On s'était quitté avec le podcast avec Johan Crochet sur la fin de son dernière et on se retrouve à la mi-août pour commencer cette nouvelle saison de podcast. Donc, je vous remercie évidemment de la dernière saison parce que j'avais pas eu le temps d'en parler dans le podcast avec Johan. Donc, merci à tous d'être toujours aussi fidèles, d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à le suivre et me faire aussi des retours en commentaire. Ça fait très, très plaisir. Et du coup, on va continuer cette nouvelle saison avec un invité qu'on n'avait pas reçu pour le moment. C'est Adrien Scipionista, pour ceux qui le connaissent sur Twitter, qui va commencer cette nouvelle saison de podcast avec nous. Comment ça va, Adrien? Salut Karim, ça va très bien et toi? Moi, la grande forme, ravi d'être présent dans ce podcast Interis pour la première fois. Eh ben, très heureux de pouvoir te recevoir. Toi, d'ailleurs, qui tient le podcast Formation Football Club. Je te laisse en parler aux abonnés sur en quoi consiste justement ce podcast. Ouais, pas de souci. Bah écoute, Formation FC, j'ai lancé ça au début de l'année 2020 et l'objectif en fait, c'était de faire une émission où on pourrait présenter en long en large la formation avec des acteurs, des entraîneurs, des dirigeants, des journalistes, des observateurs, des scouts et même de temps en temps des joueurs pour avoir vraiment un aperçu global. C'est vrai que la formation aujourd'hui, tu vois, on voit des pépites éclore aux quatre coins de la planète et moi ce qui m'intéresse c'est évidemment le processus, c'est comment est-ce que ces joueurs parviennent à éclore. En fait, on se rend compte, tu vois, qu'on forme pas du tout de la même manière en France, au Japon, en Amérique du Sud, et même en Angleterre, en Italie, en Afrique. Et du coup, ça me paraissait important de faire une émission là-dessus. Donc voilà, on a sorti en gros plus de 150 épisodes. On a reçu notamment Reynald Denouex, Claude Puel pour des entraîneurs qui vont parler au plus grand monde. Donc voilà, Formation FC, on démarre la 5e saison tranquillement sur Twitch désormais. Franchement, émission de qualité. J'avais notamment, bon, pour les abonnés, entre guillemets, ils connaissent aussi un petit peu le podcast parce que justement, j'avais relayé un peu la partie où quand tu avais invité Guillaume Maher-Pacini sur la partie avec Cesare Casadei, qui était un joueur de la Primavera de l'Inter il y a quelques mois, où il parlait un petit peu du joueur. Bon, malheureusement, on a perdu Casadei depuis, mais vraiment, c'était un podcast très intéressant. C'est un podcast très intéressant et le passage avec Guillaume Maher-Pacini. D'ailleurs, tu avais refait un passage aussi un peu sur l'Inter avec Yann Bissek que tu avais présenté avec Data Scout. Exactement. Donc je vous mettrai le lien aussi dans la description du podcast YouTube et Spotify. Adrien, on va commencer tout de suite un peu avec ce point mercato et un peu on va dire cette saga qui s'est terminée parce que justement tu parlais de jeunes joueurs. Et ben c'est la saga, c'est la fin de la saga un peu pour ce jeune joueur, Lazar Samardžić, 21 ans de l'Udinese, finalement qui ne signera pas à l'Inter dû, on va dire, à des problèmes d'agent avec son père qui s'est incrusté, si je puis dire, dans l'opération, qui a voulu renégocier l'accord, chose que l'Inter n'entendait pas de la même manière. Donc le deal a pris fin. Et on va en parler de toute façon de son possible entre guillemets successeur, la personne qui pourrait être le 6e milieu de terrain de l'Inter. On en reparlera un peu après. Mais sur le côté aussi Samardžić, Adrien, c'est vrai que c'est un joueur que l'Inter n'avait pas au milieu de terrain en termes de profil. On va dire qu'il apportait aussi un peu cette fougue, notamment balle au pied, avec sa capacité de dribble au milieu de terrain, un joueur très créatif, une sorte de numéro 10 un peu qu'Andrea Sotti à l'Udinese avait replacé en mezzala dans son 3-5-2. Qu'est-ce que tu en penses un peu du coup de sa non-venue? Est-ce que quand même c'est un vrai manque que l'Inter ne soit pas allé sur Samardžić? Non, je pense que les principaux regrets seront du côté du joueur parce qu'évidemment le tremplin vers l'Inter était bien trouvé et comme je te disais en off, je trouvais que ce transfert me plaisait beaucoup parce que c'est un joueur que je suis à l'Udinese et tu as dit il avait cette patte créative, cette fougue aussi qui le caractérisait bien.
Et j'aurais vraiment voulu le voir dans ce milieu à 3 de l'Inter. Je pense que, comme tu dis, il avait un profil qui pouvait apporter. Après, voilà, ce qui est bien, je trouve, dans ce mercato de l'Inter, c'est que quand les joueurs, il y a des problèmes, ils veulent pas venir, il y a des soucis d'intermédiaire d'agents, on passe vite à autre chose. Tu l'avais avec Lukaku, on l'a vu aussi avec Onana, on a directement allé chercher un gardien. Alors peut-être que Sommer va pas faire l'unanimité, mais je trouve ça plutôt sain de la part de l'Inter de ne pas s'attarder sur des joueurs qui seraient pas intéressés par le projet. Ça montre aussi la solidité quelque part de l'institution, à savoir rapidement passer à autre chose. Et comme on en a discuté, c'est vrai que Sensi a fait une très belle préparation. Moi, j'adore Sensi de base. C'est un milieu de terrain qui me plaît beaucoup. Évidemment, je vais l'apprendre à personne. Son gros souci, c'est les blessures, c'est sa fragilité physique. Donc voilà, Inzaghi va peut-être partir avec lui en se disant, bah tiens, c'est peut-être un moment où les planètes sont alignées. C'est vrai que l'année dernière, ce prêt était assez intéressant. Il semble être revenu avec sur la dimension athlétique, c'est assez rassurant. Donc ça peut se faire. Après, tu sais, le mercato, et il y a encore 2 semaines au moment où on enregistre ce podcast, peut-être que l'Inter a un plan B, un plan C à Samardzic qui pourrait surgir à tout moment. Mais je trouve ça bien aussi de faire confiance à Sensi, qui, mine de rien, est un joueur qui peut, je trouve, apporter encore pas mal de choses. Tu vois, il a que 27 ans, il est normalement dans ses meilleures années, il rentre là-dedans. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne option, un bon plan de secours, comme on dit. Et ben justement, c'est Sensi un peu qui, on va dire, est la piste privilégiée entre guillemets pour rester. C'est un joueur qui est déjà là, qui connaît le club. Et c'est vrai que mine de rien, t'en parlais, Adrien. Moi aussi, je suis un très grand fan de Sensi. Quand il arrive du côté de l'Inter, moi je m'en souviens encore de son match, que ce soit contre la Juve, son match contre le Barça, qui a été vu, on va dire, par plus grand nombre, qui est d'une très grande qualité. Et c'est vrai que le problème de Sensi, c'est aussi les blessures, parce que mine de rien, l'année dernière, alors tu dis il loupe quoi, 5-7 matchs, mais surtout il loupe 60 jours. Et vu qu'il y avait le mondial, du coup, en pleine saison, ça a entre guillemets dilué le nombre de matchs qu'il a manqué. Donc, mais c'est vrai qu'un Sensi, entre guillemets, c'est ce que je répète souvent, un Sensi qui avait pas eu sa pubalgie de à peu près quoi, novembre 2019, entre guillemets, il n'y a pas tout, enfin, il n'y a pas Eriksen aussi qui vient pour combler ce manque. Et donc, c'est vrai que en termes de qualité, c'est un super joueur. Et c'est vrai qu'en 6e milieu de terrain, en sachant que sur le côté mercato, l'Inter peut pas non plus aller dépenser n'importe où. C'est vrai que ça peut être une solution pas chère. Et du coup, Adrien, la non-venue de Samardzic entraîne, on va dire, un peu plus de liquidité du côté de l'Inter. Et il y a un nom justement qui est revenu très, très récemment, ces dernières heures, même on peut en parler. Information de Fabrizio Romano et de l'équipe, comme quoi l'Inter se réintéresse à Benjamin Pavard, défenseur du Bayern Munich, et et l'Inter pourrait faire une offre dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Donc on va voir si ça se concrétise. Mais déjà, Adrien, par rapport à ce nouvel intérêt de la piste Pavard, qui était déjà une piste évoquée en janvier, hein, quand le PSG voulait acheter Skriniar dès le mois de janvier. C'était une information confirmée par Christian Falk, que l'Inter avait fait une offre pour Pavard au Bayern, mais le Bayern ne voulait pas s'en séparer en pleine saison. Là, l'Inter s'y réintéresse. Pour le moment, Pavard, Manchester United le voudrait, mais n'a pas encore aussi dégraissé de son côté. Manchester City le voulait, mais Walker n'étant pas parti, la piste a été un peu abandonnée. Qu'est-ce que tu en penses un peu d'une arrivée de Benjamin Pavard à l'Inter? Ça fait un peu de contestation, on va dire, Adrien, dans la communauté. Il y en a qui sont plus pour son arrivée, d'autres qui sont plutôt contre son arrivée. Toi, par rapport à Pavard, est-ce que tu prends à l'Inter qu'est-ce que tu en penses de son arrivée si elle se confirme? Alors c'est très simple. Pavard en piston, c'est non catégorique. Pavard en latéral, c'est très très limité. Et Pavard en défenseur central, c'est oui. Honnêtement, c'est son meilleur poste. L'Inter va le prendre pour ça. À Manchester United, tu sais, c'est un peu peut-être un rôle un peu peut-être hybride. Il pourrait dépanner en latéral. Il serait le troisième homme derrière Varane et Lisandro Martinez. À l'Inter, c'est sûr par rapport à la tenue de l'équipe, à ce que veut Inzaghi, qui joue en défense centrale. Donc pour moi, je pense que ça peut être un bon renfort. Je dis pas que il va arriver, ça va être Nesta, Maldini. Désolé si je cite des rivaux de l'AC Milan, mais tu vois,
ce type de joueur qui peut peut-être faire passer vraiment un cap à l'Inter. Moi, je pense qu'ils ont déjà des bons défenseurs centraux, mais Pavard peut tout à fait s'inscrire dedans et être ce troisième homme avec Bastoni à Serpi. Moi, je pense que c'est une bonne option. En plus, c'est quelqu'un qui a une vraie qualité de passe, de relance, qui peut vraiment beaucoup servir l'Inter, notamment sur certains matchs où ça va être un peu fermé, des blocs regroupés derrière et tout. Donc, il a quand même cette qualité de passe. Je parle bien de qualité de passe, peut-être pas qualité de centre, parce que là, on sait que c'est pas non plus son point fort. Moi, écoute, je serais pas. Je trouve que c'est une bonne option pour lui, l'Inter. En vrai, je préfère même cette option à Manchester United parce que, comme je te dis, il y a cette disposition tactique où être encore baladé à droite, à gauche. C'est vrai que par rapport à ses performances en équipe de France, on lui tombe souvent dessus, mais voilà, la plupart du temps, il a joué latéral et on sait que c'est vraiment pas là où il est le plus à l'aise. Et on le voit que quand il est vraiment installé à un poste de défenseur central, que ce soit à ses débuts à Stuttgart ou de temps en temps au Bayern, il sait élever son niveau de jeu et il sait être un vrai bon défenseur de niveau européen. Donc moi, écoute, je trouve que pour l'Inter, avoir le prix, selon comment ça se négocie, c'est un joueur qui voilà rentre pareil, qui a 27, 28 ans de mémoire, qui rentre voilà pareil dans ses meilleures années. Donc moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Honnêtement, ça me paraît plutôt être un choix judicieux de la part d'Inzaghi et voilà, je pense qu'il peut tout à fait correspondre aux attentes de l'Inter. Oui, mais t'en parlais d'ailleurs, on parle quand même d'un défenseur central expérimenté qui, sur quand même ces derniers mois, a joué plutôt défenseur central cette fois-ci au Bayern et qui, on va dire, a plutôt réussi à ce poste. C'est vrai qu'en tant que piston, jamais de la vie. En tant que latéral aussi, c'est quand même plutôt limité, même dans ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand je trouve qu'au Bayern, on l'a mis en défenseur central, je trouve ça a donné plutôt des bons matchs, même entre guillemets. Alors c'est vrai que les gens retiendront le carton rouge face au PSG. Mais mine de rien, je trouve qu'avec Upamecano, c'est peut-être défensivement l'un des meilleurs aussi de l'équipe, même dans l'équipe en général, ou même si avec ce carton rouge, la prestation a été plutôt pas mal. Même en Europe aussi récemment, quand il a joué vraiment à ce poste de défenseur central, c'était plutôt solide. Et puis aussi Adrien, je sais pas si tu avais entendu parler des autres pistes un peu en veux-tu, en voilà, mais bon, c'était Merih Demiral qui vient de signer à Lali. C'est Trevoh Chalobah qui est la 17e option défensive à Chelsea. Là récemment, il y avait aussi la pige Japhet Tanganga qui a joué 4 matchs l'année dernière à Tottenham. Donc quand on compare à tous les autres noms, Adrien, c'est vrai que Pavard, c'est clairement le meilleur choix et même le meilleur joueur de toute cette liste. Oui, clairement, là, par rapport à ce que tu me dis, Demiral, moi j'aimais beaucoup, mais c'est vrai que j'ai l'impression que il a un petit peu stagné, voire régressé. Et, moi, quand il arrive à la Juve, c'est vrai que je m'étais dit, Demiral, De Ligt, ça va être leur charnière pour les 10 prochaines années. Les deux étaient partis un an ou un an et demi plus tard, donc tu vois, c'est là où tu te dis que ce sport va très vite. Chalobah, non, honnêtement, comme tu le dis, par rapport aux options choisies, même si c'est pas celui qui va faire l'unanimité, je pense que Pavard est, et celui qui peut vraiment aider l'Inter le plus, celui qui est à ce jour, à cet instant précis, en août 2023, ça paraît être ouais, l'option la plus positive pour l'Inter. Et d'ailleurs, en parlant de défense centrale, on va parler quand même d'un joueur, d'ailleurs, dont, comme je l'ai dit, vous en avez parlé dans le podcast Formation Football Club avec Data Scout. C'est du coup Yann Bissek qui du coup a rejoint l'Inter pour à peu près le montant de sa clause libératoire, 7 millions d'euros. Qui, pour le moment, on ne sait pas trop ce qu'Inzaghi va en faire. Est-ce qu'il va le faire jouer central gauche et du coup un central droit va arriver? Est-ce qu'il va un peu alterner les deux postes? Pour le moment, ça en parle en tant que doublure à Bastoni. Pour le moment, on va voir ce qui peut en être. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Bissek, Adrien, qui arrive de Aarhus, club, on va dire, du moyen de tableau du Danemark, qui, voilà, entre guillemets, avait quitté la Bundesliga pour avoir un peu plus de temps de jeu. Profil très physique et on va dire assez, assez porté vers l'avant, on dira. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ce profil et comment tu vois un peu, comment tu le vois utiliser sur sa première saison? Est-ce que tu penses que ça peut devenir une révélation sur la fin de saison de l'Inter ou est-ce que tu penses qu'il va lui falloir d'abord une saison d'adaptation, de digestion pour s'habituer à l'Inter et à la Serie A? Non, je pense qu'il faudra peut-être un bon bout de temps. Ça reste jeune, c'est un défenseur central qui vient de la D1 danoise, donc par rapport à l'exigence forcément de ce qu'on peut voir en Italie. Ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un en regardant qui a souvent évolué dans une défense
À 3 quand même. Je crois que c'était le système privilégié d'Arus en s'étant renseigné sur le joueur. Donc déjà, c'est bien, tu sais, pour tout ce qui va être acclimatation, tout ça, c'est au moins, il y aura déjà ce premier petit repère. Il sait ce qu'on attend d'un central dans une défense de ce type-là. Après, voilà, c'est comme pour tous les jeunes joueurs, c'est quel est le projet qui lui a été présenté, qu'est-ce qu'on veut en faire, est-ce qu'on lui dit, bah tiens, c'est toi qui seras le successeur d'Acerbi qui, à 35 ans, une fois que voilà, il y aura une passation de pouvoir entre les deux, est-ce que ça va être non, d'abord on va te tester, puis peut-être on va te prêter 4-5 fois avant que tu aies ta chance, ce qui est malheureusement le cas pour beaucoup de jeunes en Italie. Donc c'est là où ça va être la clé pour moi. Ça va être très intéressant de voir finalement ce que l'Inter va vouloir faire de lui. Parce que moi, écoute, c'est vrai que quand on l'observe, c'est un joueur qui a des qualités, tu l'as dit, physiques naturelles, qui a pareil une forme de prise d'initiative, prise de risque de temps en temps par la passe. Donc voilà, c'est Inzaghi, c'est l'Inter qui a les clés du camion maintenant et de décider ce qu'ils vont faire de ce joueur. Mais voilà, c'est vrai que quand tu regardes l'âge de la Serbie, si c'est lui le remplaçant naturel, c'est déjà bien, je trouve, de l'avoir au club et de l'aider à s'adapter. Puis tu vois, mine de rien, bon, il y a 38 matchs de Serie A, et des matchs de Ligue des Champions, et des matchs de Coupe. À Serbie n'est plus tout jeune. Pareil, les autres, ils sont peut-être, bon, tu vois, entre les suspensions, les blessures, de temps en temps, tu peux le lancer, tu vois, je sais pas moi, à domicile contre Lecce, tu vois, tu prends pas de risque. Par contre, l'envoyer au charbon, je sais pas moi, sur un Naples Inter, bah oui, évidemment, c'est peut-être un peu trop tôt par rapport à ce qu'il peut faire sur la dernière danoise. Tout va être une histoire, tu vois, d'adaptation, de comment est-ce qu'on va l'intégrer petit à petit dans la rotation. Ouais, on va suivre un peu le cas Bissek. Moi, perso, c'est une de mes prédictions un peu de la saison. Alors, je pense pas qu'il va finir titulaire si, par exemple, un joueur comme Benjamin Pavard arrive, mais je pense quand même qu'il grattera un peu plus sa quinzaine, vingtaine de matchs. Alors, des matchs importants, je sais pas, mais je pense, mine de rien, vu un peu le style que veut adopter Inzaghi dans la relance, parce qu'en ayant perdu Onana, il va falloir responsabiliser encore plus les défenseurs centraux. Bissek peut le faire aussi. Bon, en même temps, avec le titulaire comme Bastoni, il y aura aussi aucun problème par rapport à ça. Donc, moi, je pense que Bissek fera une saison d'adaptation, mais entre guillemets, une bonne saison d'adaptation. Quand même, le joueur aura quand même son temps de jeu. Dans le profil un peu opposé en termes d'âge, on a un autre joueur aussi, Adrien, qui vient d'arriver juste hier soir d'ailleurs, qui a fait son premier entraînement hier soir à Piano Gentile. C'est Marco Arnautovic de 34 ans qui vient d'arriver de Bologne contre 10 millions d'euros, qui avait vécu une saison, on va dire, un peu difficile, si je puis dire, la saison dernière avec ses blessures, mais qui a quand même planté ses 9-10 buts en Serie A, habitué un peu de planter 10 buts dans les championnats dans lesquels il a joué. Le coup, entre guillemets, un peu que Inzaghi voulait faire. Le profil qu'Inzaghi voulait, on le dirait comme ça plutôt, avec un joueur de surface qui a aussi ce profil un peu physique et on va dire assez finisseur auquel correspond Arnautovic. Il y a en même temps aussi Thuram qui est arrivé libre, moins âgé évidemment qu'Arnautovic. Par rapport au secteur offensif global, aussi Adrien, c'est aussi une interrogation et ça va nous faire une passerelle un peu par rapport à la question du Scudetto qui arrive. L'Inter du coup n'a pas décidé de revenir sur Lukaku après son accord avec la Juventus, a laissé partir Dzeko libre qui est allé au Fenerbahçe. Bon, Correa qui malheureusement est toujours dans l'équipe. Tu as quand même perdu à peu près, allez, je dirais, entre Dzeko qui avait mis, je crois, 10 buts en Serie A, Lukaku qui était pas loin des 10 aussi. Tu as perdu à peu près une vingtaine de buts avec les deux attaquants, Adrien. Est-ce que pour le moment, Thuram, Arnautovic, alors évidemment en termes de qualité intrinsèque, on est loin d'un Lukaku et d'un Dzeko, mais est-ce qu'en termes de buts retrouvés pour la saison qui arrive, on peut à peu près s'y retrouver sur la vingtaine de buts qu'avait mis Dzeko, Lukaku en saison dernière, ou est-ce que tu penses que malheureusement ça va être conditionné au départ de Correa, il va falloir aller chercher aussi un autre attaquant? Ah, c'est une grande question. Le duo d'attaquants de l'Inter pour la saison prochaine, je suis très curieux de voir ça. Arnautovic, écoute, c'est un joueur très particulier déjà, hein. Le Ibrahimovic
autrichien. On sait que c'est un joueur fantasque. Bah, d'ailleurs, vous le connaissez bien à l'Inter, vu qu'il a fait des jeunes années là-bas. Marcus Thuram, j'aime bien l'idée. Après, partir sur Marcus Thuram titulaire toute une saison à l'Inter, c'est pour moi aussi une belle incertitude. Je ne sais pas ce qu'il va donner, honnêtement, parce que c'est quelqu'un qui a fait de bonnes choses en Allemagne, mais qui est pas non plus un cador, tu vois. C'est pas un crack mondial. Je pense qu'on s'en rend compte assez rapidement. Mais c'est un joueur qui peut rendre pas mal de services, qui aime bien ce système à deux attaquants, qui peut aussi jouer un peu plus sur un côté, selon les évolutions tactiques de la saison, aussi en cours de match. Donc je pense que Marcus Thuram, l'avoir pris libre, c'est une bonne option, tu vois, pour étoffer ta profondeur de banc. Après, tu l'as dit, c'est vrai que Joaquin Correa est un joueur qui est tellement irrégulier, qui est très très frustrant et qui n'a jamais su donner la pleine mesure de son talent, notamment via aussi quelques petits pépins physiques, que si l'Inter s'en sépare, ça me paraît pas déconnant s'ils vont chercher un autre attaquant et partir avec ces quatre-là, avec le remplaçant de Correa, ça pourrait être pas mal. Reste à savoir quel serait le profil vraiment du remplaçant de Correa, mais c'est vrai qu'on sait que l'Argentin a un salaire qui est assez conséquent et forcément difficile à déloger. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tu sais que Lautaro Martinez, ton capitaine, ton joueur phare, avec Barella, a résisté aux offres. Tu sais, il y aurait pu avoir des rumeurs d'Arabie Saoudite et même, bah, on sait que forcément le Real Madrid cherchait un neuf, tout ça. On a l'impression que Lautaro est bien installé et ça, je trouve que c'est le point le plus positif. C'est bien aussi de pas s'être accroché à Lukaku parce qu'on sait que c'est devenu quelqu'un de tellement versatile, limite schizophrène, qui change d'avis du jour au lendemain. On a l'impression que la famille interiste ne lui a pas pardonné sa volonté de rejoindre la Juve et on peut le comprendre par rapport à tout ce qu'il représente Lukaku à l'Inter. Donc ouais, c'est bien aussi d'avoir tourné cette page. Maintenant, bah voilà, il va falloir vite trouver des automatismes. Il y aura, je pense, une forme de turnover, de challenge, voir qui c'est qui correspond. On sait que Marcus Thuram n'a pas été flamboyant lors de la préparation. J'ai pas vu tous les matchs, hein, mais de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu voir un petit peu sur ces quelques apparitions, c'est pas, il a pas marqué de son empreinte. Voilà, c'est début à l'Inter, mais bon, les matchs officiels vont arriver et c'est là où on va pouvoir un peu en plus rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, c'est vrai que le secteur offensif de l'Inter, ça pose question. Comme je te dis, Lautaro est quand même très très bien revenu de la Coupe du Monde. Il a bien digéré ce gros paradoxe d'être champion du monde, mais en même temps d'avoir pas forcément convaincu lors de ce mondial. Et déjà, avoir lui, c'est quand même super. Maintenant, bah voilà, il va falloir trouver un petit peu ce joueur de complément pour l'accompagner. Et c'est vrai que donc bah, Inzaghi, comme on l'a dit, a été servi avec ce profil un peu de neuf de surface qu'est Arnautovic. Et c'est vrai que mine de rien, je pense que Arnautovic, même si évidemment c'est pas la recrue rêvée, quand tu fais un mercato idéal, je pense pas qu'Arnautovic est le premier nom que tu coches pour ton attaque. Mais on va dire quand on prend la réalité Inter et ce qui se passe, je pense que le plus problématique dans le cas Arnautovic, c'est les 10 millions d'euros que tu as dépensés pour un joueur de 34 ans que Thiago Motta ne voulait Ouais, plus. c'est sûr. Là, c'est sur le point de vue financier est plutôt problématique. Maintenant, à Arnautovic, qui, si on espère, ne se pète pas trop, peut atteindre ses 10 buts en Serie A sans souci, peut-être voir un peu plus pour la Serie A. Marcus Thuram, par rapport au match de préparation, alors j'ai pas pu, le seul que j'ai pas pu voir, c'est celui contre Egnatia, l'équipe albanaise. Mais alors c'est vrai qu'il n'a pas fait l'impression de l'année par rapport à un Sensi ou même par rapport à un Quadrado ou Fratesi. Mais je trouve que en fait, on a vu un peu ce qu'allait apporter Marcus Thuram, ce côté physique, ce côté aussi un peu de profondeur. Donc, on a vu comment Inzaghi voulait l'utiliser. C'est vrai que bon, pour le moment, on sent vraiment que c'est du rodage un peu et qu'il y a encore des automatismes qui manquent, notamment par rapport à Lautaro et par rapport aux pistons, où se placer dans la surface pour que quand les pistons centrent, ils puissent être à la réception. Donc, je pense Marcus Thuram, c'est plus une question de temps. Mais lui, c'est vrai que bon, titulaire, c'est pour ça qu'il fallait pour moi un vrai concurrent, une sorte de Marcus Thuram. Bon, malheureusement, ni Scamacca ni Balogun ne pourront venir. Et le dernier joueur que j'aimerais qu'on aborde aussi, Adrien, que aussi je pense que tu as suivi du côté de Sassuolo, c'est Davide Fratesi aussi qui vient renforcer le secteur du milieu de terrain. Donc pour le moment, la seule vraie recrue au milieu de terrain avec du coup la non-venue de Samardzic. Fratesi qui du coup mine de rien, a fait ses 2 saisons à Sassuolo. On pensait qu'il allait partir après la première saison, mais finalement Carnevali l'a gardé et il a fait une deuxième saison dont il sort je crois à 6-7 buts en Serie A. C'est vrai qu'on est sur un milieu de terrain on va dire un peu moderne de ce qu'on connaît aujourd'hui, Adrien, un milieu de terrain très box-to-box qui aime beaucoup aller se projeter dans la surface et qui a quand même, mine de rien, une bonne finition pour un milieu de terrain. D'ailleurs, je crois que j'avais vu une stat justement sur un graphe de Data Scout
où Fratesi était plutôt bien avantagé sur le côté finition dans le registre de milieu de terrain qu'il est. Qu'est-ce que tu en penses un peu aussi de son arrivée? Certains le voient tout de suite comme un vice-Barella. Alors c'est vrai que Barella c'est un peu plus étoffé dans son registre et il y a une touche un peu plus créative que lors de ses débuts avec Antonio Conte, grâce on va dire un peu à la transformation qu'a pu lui faire aussi Simone Inzaghi, à ce palier qu'il a pu passer. Comment tu vois Fratesi aussi côté Inter, Adrien, et surtout est-ce que un milieu de terrain Barella, Fratesi, Çalhanoğlu, imaginons, ça peut être complémentaire, ça peut être utile pour entre guillemets aller attaquer des blocs bas, ou est-ce que tu penses que ça pourrait manquer un peu de créativité? Alors justement, moi, c'est pas là où je suis inquiet pour la créativité, pour attaquer les blocs bas. Je pense que ce sont trois joueurs, et même si tu rajoutes un Sensi, un Mkhitaryan, on l'a bien vu lors des matchs de Ligue des Champions notamment, il peut y avoir cette capacité à faire la différence dans les 30 derniers mètres, à bien se projeter, être à la retombée des ballons et tout. Moi, honnêtement, je ne fais pas de soucis. Moi, c'est plus justement peut-être sur la question de l'équilibre défensif, même si ce sont des joueurs qui font les efforts, c'est la perte de Brozovic par rapport à ce qui est représenté, tu sais, cette fameuse sentinelle clé de voûte, ce joueur tellement important, un vrai leader sur le terrain, quelqu'un qui montre l'exemple par ses performances sur la pelouse. Bah, là où c'est là où moi je suis le plus inquiet. Il y a eu des pertes à l'Inter cet été. Onana, ça fait mal et tout, et Brozovic, moi je suis vraiment curieux de voir comment est-ce que Inzaghi va le remplacer et qui c'est qui va peut-être prendre son rôle, ou alors est-ce que c'est les trois qui vont se partager ça? Moi, c'est vraiment une de mes. C'est là où je suis intrigué de voir comment est-ce qu'il va répondre à ce défi, parce que comme je te dis, Brozovic, c'est un joueur que moi j'adorais dans ce qu'il pouvait faire. D'ailleurs, bah, on parle souvent de milieu de terrain de classe mondiale qui manque au PSG. Moi, ça faisait plusieurs années, je comprenais pas pourquoi il faisait pas l'effort et tout. Alors voilà, peut-être que des envies perso, j'aurais pas envie d'y venir, mais j'ai pas eu l'impression que le PSG est forcé pour voilà, ait tout mis en œuvre. Moi, j'aurais adoré le voir parce que je pense que c'est vraiment le 6 qui leur manquait. On verra maintenant ce qu'Ougarté pourra accomplir. Mais non, moi, tu vois, personnellement, paradoxalement, je pense que ce sont des joueurs qui pourront voilà, assez bien s'éclater dans des configurations de match où justement ça va être voilà, de la transition, ça va aller assez vite des deux côtés. Un peu à l'image, tu sais, du match contre le Milan hein, en demi-finale de Ligue des Champions où finalement Milan n'avait pas un très très bon équipe défensif et défendait assez mal. Bah, c'est là où vraiment c'est contre ces équipes-là, s'il n'y a pas la concentration défensive nécessaire, je pense que ça va s'éclater quoi. Et même face à des blocs bas, je pense que ça peut être plutôt pas mal parce que tu as des variations de jeu avec les pistons, avec deux attaquants, avec ce milieu de terrain, il y en a qui vont se projeter assez facilement. Donc ouais, je pense qu'Inzaghi est pour l'instant plutôt bien armé. Mmh. C'est vrai qu'ailleurs, comme ce que je disais, pour moi, c'est vraiment un mercato qui a été fait pour Simone Inzaghi avec des profils faits pour son jeu. Un Fratesi dans un style de projection, ce qu'aime Inzaghi, un Arnautovic dans un attaquant de surface, un Cuadrado qui a cette capacité de dribble, qui mélange expérience, c'est quand même entre guillemets aussi un peu de vice. Donc c'est vrai que on sent quand même que Marotta et Ozilio ont fait vraiment un mercato pour Inzaghi. Et d'ailleurs, en parlant de mercato pour Inzaghi, ça revient à l'objectif de ce mercato qui est le Scudetto, Adrien, qui non seulement, on va dire, les bookmakers en font de l'Inter le favori pour le Scudetto, les observateurs, mais j'ai envie de te dire en priorité, la direction et le coach lui-même qui, dès la conférence de presse d'intronisation de la saison, a parlé, je crois à partir de la deuxième ou troisième phrase, Marotta en a parlé direct du Scudetto comme objectif de la saison, et Inzaghi, à la première question qu'il a répondu, il a confirmé que le Scudetto était l'objectif de la saison, et confirmé évidemment par tous les joueurs dans les premières interviews de la saison. On sent vraiment, Adrien, que voilà, la deuxième étoile, le 20e Scudetto du club, est en ligne de mire pour tout le club en général après cette finale de Ligue des Champions. Euh, Qu'est-ce que tu en penses un peu justement de cette équipe justement bâtie pour un Scudetto? C'est vrai qu'elle a perdu en qualité nette avec un Onana par rapport à un Sommer, un Lukaku Dzeko par rapport à un Thuram Arnautovic, un Fratesi par rapport évidemment à un Brozovic. Est-ce que tu penses que l'équipe, pour le moment, on va dire à date, est armée pour le Scudetto? Et comment tu vois un peu ce nouvel Inter évoluer? Inzaghi a parlé, on va dire, d'un style de jeu un peu plus direct. Qu'est-ce que tu en penses aussi peut-être de ce nouvel Inter qui peut se dessiner?
Ouais, écoute, c'est très intriguant parce que tu parlais à l'instant d'Inzaghi, c'est quand même quelqu'un qui est passé tout près du précipice. De ce que je voyais, il y a beaucoup d'Interis qui voulaient le voir partir. Et on peut comprendre, c'est vrai que par rapport au championnat et au nombre de matchs perdus et la place, la qualification en danger en Ligue des Champions, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est passé pas très loin. Voilà, tout simplement du coup près quoi, de s'en aller. Et mine de rien, je trouve que on a vu sur la Ligue des Champions l'an dernier, même sur pas mal de gros matchs, en fait, que c'était un très très bon tacticien. C'est quelqu'un qui connaît assez bien ses équipes et qui sait où est-ce qu'il veut aller. Il sort avec quand même voilà, cette victoire en Coupe d'Italie, la victoire en Super Coupe, quand même quelques crédits assez intéressants. Et en finale de Ligue des Champions, bah, il rivalise avec Manchester City. Évidemment, je pense que pour les Citizens, il y avait cette pression du premier titre. Tout ça, ils ont peut-être un petit peu déjoué. Et quoi qu'il arrive, l'Inter, je trouve, a répondu présent. Il y avait quelques joueurs qui auraient pu être encore mieux, comme Barella. Mais moi, j'ai trouvé que voilà, l'Inter aurait pu remporter la Ligue des Champions 2023. Et ça, ils n'auraient pas fait tâche, tu vois. Et on l'a vu sur les matchs face à Porto, face à Benfica, face au Milan. Une grande maîtrise. Vraiment, on a vu qui étaient les patrons sur la pelouse. Donc, je trouve qu'il a gagné beaucoup de crédit sur ça. Maintenant, bah oui, je pense que par rapport à Serie A et cette saison hyper paradoxale de l'an dernier, où l'Inter était assez décevante, irrégulière, et a quand même très très bien fini, parce que je pense que la Ligue des Champions leur a donné un bel élan. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont assez attendus. Est-ce que j'en fais, moi, mon favori personnellement pour la Serie A? C'est compliqué à dire parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, je trouve, dans ce championnat. Je pense qu'il y aura un trio Milan, Inter, Naples qui sera à la lutte. Je vois la Juve quand même un petit peu derrière. Et pareil, la Roma et la Lazio un peu dans une sorte de chapeau 2. Naples, parce que bah voilà, s'il y a un changement avec Rudy Garcia et on sait pas trop ce que ça va donner en termes d'alchimie. Ils ont quand même gardé Osimhen et Guevara, ce qui est déjà un point fort pour eux. On a le Milan qui a certes perdu Tonali, mais qui a été très actif sur le mercato, qui grâce justement à cette enveloppe de Tonali a pu prendre les 5-6 joueurs, je trouve, de complément, de profondeur de banc qui manquaient cruellement, notamment sur la demi-finale, quand tu vois qu'ils font jouer Junior Messias. Bon, bah, c'est très bien pour lui qui joue le demi-finale Ligue des Champions, mais voilà, le pauvre, il a rien à faire là. Et donc, cette équipe de l'Inter qui, voilà, c'est vrai, quand tu regardes son effectif, quand tu regardes sa profondeur de banc, normalement, ça joue sur tous les tableaux. Mais désormais, bah, ils sont attendus en Ligue des Champions. C'est là où, tu vois, ils ont en gros cette étiquette de finaliste. Et du coup, bah, forcément, la pression, elle sera là. Ils devront répondre présent. On sait qu'il y a eu un plafond de verre souvent pour l'Inter en Ligue des Champions avec quelques petits dingueries sous Antonio Conte et des matchs ou des qualifications qui jouent à la dernière journée contre des équipes qui n'étaient pas qualifiées. Voilà, Ernesto Valverde qui dort sur son banc, le PSV Eindhoven, etc. On en a vu des choses très bizarres avec l'Inter et des Champions. Le match contre Liverpool perdu en 2021-2022, je trouve, a beaucoup servi au niveau de l'expérience parce que l'Inter fait des meilleurs matchs que Liverpool, mais finalement Liverpool fait parler son expérience et sa maturité dans cette compétition pour s'en sortir. Donc voilà, ils ont très vite grandi, je trouve, dans cette compétition depuis ce huitième de finale perdu face à Liverpool. Donc voilà, ils doivent jouer sur deux tableaux. Un petit peu inquiet, comme je te dis, par rapport à cette histoire d'attaquant, parce que Lautaro seul fera sa saison, ça je n'en doute pas, mais il faudra qu'il y ait un mec qui soit capable d'aligner justement les buts et en Serie A et en Ligue des Champions, où ce sera quand même assez complexe. Donc pas mal d'interrogations. Voilà, c'est difficile à dire qui est pour moi le vrai favori de la Serie A, parce que j'ai hâte de voir cette saison se lancer et voir un petit peu, comme je te dis, ces trois équipes, comment est-ce que ça va se départager au fil des semaines et des mois. Par rapport au Scudetto, Adrien, il y a un peu cette interrogation avec aussi quand même pas mal de joueurs changés. Alors mine de rien, si on prend entre guillemets une équipe type de l'Inter, il y a Marcus Thuram qui s'intègre dedans. Si on va dire le premier match contre Monza, Marcus Thuram devrait commencer. Bon, Mkhitaryan va rester au milieu de terrain. Di Marco va rester à gauche. Dumfries va rester à droite. La défense restera la même qu'en finale de Ligue des Champions. À part Sommer et Thuram, mine de rien, le 11 n'aura pas tellement bougé. Mais du coup, ça nous amène aussi un peu à cette troisième partie qui est un peu liée à la deuxième, Adrien, c'est les attentes un peu par rapport à certains joueurs. Alors, on a parlé aussi des recrues auxquelles on entend et on va en reparler dans une deuxième partie, mais d'abord, il y a un peu les cadres de l'équipe qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans pour certains. Le premier joueur, entre guillemets, du coup, qui t'en a parlé tout à l'heure, qui me vient un peu en tête quand on évoque un peu cette nouvelle saison, c'est Çalhanoğlu, qui est à l'Inter du coup depuis 2021 et qui du coup va prendre ce rôle de regista à la place de Brozovic. Regista, poste d'ailleurs que entre guillemets il avait aussi entre guillemets un peu implicitement voulu
je crois que c'était une interview à la Gazzetta qui datait de mars-avril, je crois, où il disait qu'il se sentait très bien à ce poste de regista quand Brozovic était pas encore revenu de blessure. Maintenant, il va être le titulaire installé au poste, entre guillemets, sans filet de sécurité, parce que voilà, son remplaçant étant Aslani, on va dire qu'il conserve, on va dire, une longueur d'avance par rapport à un joueur comme Brozovic. Qu'est-ce que tu en attends un peu de Çalhanoğlu cette saison? Tu parlais justement un peu de transition peut-être difficile avec la perte de Brozovic. Çalhanoğlu qui justement réclamait ce poste, qui, on va dire, sur la partie offensive, créative, a, on va dire, toutes les qualités nécessaires et même plus pour remplir la partie offensive du poste de regista. Il a une très bonne qualité de passe, très bonne vision de jeu, résiste aussi sous pression. Est-ce que toi, c'est la partie défensive qui t'inquiète un peu plus, ou c'est vrai que même si on l'a vu contre le Barça, on l'a vu épisodiquement sur certains matchs, il arrive quand même à aller gratter des ballons, à aller intercepter des ballons, à aller un peu au mastic, même si c'est pas sa première qualité de base. Est-ce que c'est surtout la partie défensive qui t'inquiète, ou alors est-ce que c'est même entre guillemets la partie relance et la partie offensive de ce qu'on va lui demander? Bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions sur l'année d'après pour certains joueurs, parce que même si l'Inter n'a pas remporté avec les champions, bah, elle a fait forte impression et il y a des joueurs qu'on attend encore plus. J'ai envie de voir comment Barella va s'affirmer. Voilà, je t'ai dit que Lautaro, c'est désormais les deux joueurs essentiels de cette équipe. Je vais mettre quand même Bastoni parce que je trouve qu'il a fait une très très belle campagne et il s'affirme de plus en plus. Et voilà, pareil, c'est le genre de joueur qui était un petit peu courtisé. On se disait, bon, est-ce qu'il va rester et tout. Finalement, d'autres sont partis, lui est resté, et ça me fait plaisir. Et après, oui, pour l'histoire du milieu de terrain et un Çalhanoğlu qui doit prendre de plus en plus ses responsabilités, bah, c'est un joueur qui, depuis pas mal de temps, on se demande s'il peut être, tu vois, on parlait tout à l'heure de chapeau, mais est-ce qu'il peut être un joueur qui peut flirter avec la zone du chapeau 1 des meilleurs milieux de terrain? Je pense que le train est déjà parti et que ça va être un peu trop juste, trop tard pour lui d'intégrer ce cercle des milieux de terrain, un petit peu, voilà, je sais pas moi, Pedri, De Bruyne, Bellingham, etc. Mais c'est un joueur qui peut encore rendre beaucoup de services et qui doit bien comprendre son rôle, ce qu'on lui demande dans cette Inter Inzaghi. Et je trouve que pour quelqu'un qui a commencé milieu offensif assez haut sur le terrain, il s'est très bien adapté à sa nouvelle vie de 8 et tout. Un joueur, enfin moi, comme je le répète, mais ses performances lors de la demi-finale face à l'AC Milan, je crois que c'était un très bon milieu dans ce registre-là. Je pense qu'il doit continuer dans cette voie. Il ne doit pas se réinventer de nouveau des intentions, un style de jeu qu'il n'a pas. Et je pense que là, Inzaghi il a installé un endroit qui me plaît beaucoup, honnêtement, à ce niveau-là. J'ai vraiment l'impression que ce trio, pour le moment, Mkhitaryan, Barella, Çalhanoğlu, déjà va commencer contre Monza, mais surtout va un peu s'installer sur le début de saison parce qu'on est sur des postes, on va dire, assez identifiés, surtout des rôles assez identifiés. On sait que Çalhanoğlu va être à la relance et que Mkhitaryan peut l'aider aussi sur la partie défensive parce que Mkhitaryan, que ce soit en Ligue des Champions, mais aussi en Serie A, c'est dommage que j'ai pas pu retrouver la stat, mais il a gratté énormément de ballons, que ce soit en récupération de balles et en interception défensivement. Ça a été un vrai monstre et c'est un des joueurs qui aussi a permis à l'Inter d'aller en finale de Ligue des Champions. Donc sur la partie défensive, Mkhitaryan aussi peut aider, mais avec son coffre peut aussi aider sur la partie créative offensive. Tu as un Barella qui va être aussi l'un des trois leaders, comme tu le disais, de cette équipe avec aussi cette transformation. Je pense que je ferai un podcast spécialement sur ça pour décrire un peu l'évolution de Nicolo Barella depuis qu'il est à l'Inter, où moi je le répète, cette saison 2021-2022 sous Simone Inzaghi, qui statistiquement est très très bonne, mais peut-être dans le jeu était un peu plus compliqué. On sent vraiment que c'était vraiment entre guillemets l'ébauche, un peu le début de quelque chose qui conduit du coup à ce nouveau Nicolo Barella un peu plus créative dans son rôle que ce qu'il était sous Antonio Conte. Donc c'est vrai qu'on a un milieu de terrain plutôt équilibré. Et aussi, par rapport au Scudetto, aussi, Adrien, tu sais qu'en Italie, comme le dirait Chiellini, l'attaque fait gagner des matchs, mais la défense fait gagner des titres. Est-ce que sur la défense centrale, on peut inclure aussi les pistons d'ailleurs, est-ce que sur la défense en général, et aussi en incluant Yann Sommer, qui est le nouveau gardien de l'Inter, est-ce qu'elle te rassure un peu cette défense aussi? Alors, on sait qu'elle a fait finale de Ligue des Champions, mais on a vu un Darmian qui a réussi, entre guillemets, à combler le poste de Skriniar, mais pendant 6 mois et sur des matchs, entre guillemets, un peu coup près. On a Chervi qui a pris 1 an de plus, bon là, qui en plus a eu une petite blessure
sur le début du coup de la préparation. Un De Vrij qui c'est très compliqué quand même depuis que Antonio Conte est parti. Un Bastoni qui lui au contraire prend du galon et je trouve s'améliore un peu sur la partie défensive depuis quelques mois. Bissek aussi qui vient d'arriver. Yann Sommer aussi qui peut aussi avoir ses fulgurances en termes de gardien de but qu'on a vu au Bayern ou avec l'équipe nationale suisse. Sur le secteur défensif, s'il n'y a pas encore entre guillemets de nouvelles arrivées, Adrien, est-ce que tu es confiant sur la saison qui arrive, au moins en Serie A, ou est-ce que tu te dis il y a quand même un vrai manque parce que voilà, il y a mine de rien entre guillemets, il y a toujours pas au 17 août auquel on enregistre le successeur de Skriniar. Bah écoute, si Pavard arrive, je pense que la défense sera bien équilibrée, bien structurée pour aller chercher justement comme l'a si bien dit Kenny, peut-être ce titre avec cette sécurité et tout. Si les trois sont à un très très bon niveau, je pense que ça fera l'affaire. On n'a pas encore trop évoqué ce dossier-là, mais c'est vrai que le gardien, là par contre, c'est une vraie incertitude parce que Yann Sommer est un très très bon gardien on va dire, de grands matchs, de tournois. On l'a souvent vu briller avec la Suisse, on l'a souvent vu avec le Borussia Mönchengladbach dégoûter le Bayern. Par contre, sur toute une saison, sur la durée et tout, bah c'est vrai que c'est un gardien qui a de temps en temps ces petites failles, qui a ces petits manques de concentration. C'est quelqu'un qui peut parfois un petit peu passer à travers. Tu vois, il y a un match qui illustre très bien ça, c'est la défaite contre Manchester City avec le Bayern, où il fait un match où si tu prends en compte que les arrêts, bah, honnêtement, il en sort 5-6, tu dis waouh, c'est un gardien, c'est courtois, quoi. Enfin, il a un niveau extraordinaire, mais dans le même temps, il prend quelques buts, et des buts où vous voyez, il y a des failles où on se dit c'est pas possible, enfin, c'est pas un gardien niveau Ligue des Champions, donc c'est quelqu'un qui a ce gros paradoxe-là. Je pense que Yann Sommer a été pris parce que je dis pas que ça a été un panic buy parce qu'il restait encore du temps, mais peut-être que du côté de l'Inter, on a vu l'opportunité de vendre Onana pour un très beau prix pour un gardien qui est arrivé libre un an auparavant. Et peut-être derrière la tête aussi cette volonté de prendre du temps justement pour trouver le gardien du futur pour l'Inter, d'essayer de bien creuser la piste, de préparer le terrain pour avoir un gardien de référence mondiale, quelqu'un qui tient la baraque et qui soit aussi évidemment, comme pouvait l'être Onana, une valeur sûre au jeu au pied pour la relance. Parce que c'est vrai que Onana, on en parle pour ses arrêts et tout, mais ça reste aussi, et on l'a souvent vu avec l'Ajax et l'Inter, quelqu'un de très très bon, de très doué avec ses pieds. Donc voilà, c'est vrai que Sommer, pour moi, c'est parmi tout ce qu'on a évoqué depuis le début de ce podcast, Karim, pour moi, c'est mon inquiétude principale par rapport à la saison à venir de l'Inter. Je suis pas sûr qu'il puisse être impérial toute une saison. Je pense que, comme je te dis, il peut faire des matchs de 8 sur 10, 9 sur 10 dans les gros chocs. C'est quelqu'un qui a des réflexes hors du commun, qui est très très bon dans ce style d'exercice. Et comme je te dis, ça peut être aussi le gardien qui peut faire la petite boulette contre Monza, la petite relance hasardeuse contre Lecce, qui va peut-être te mettre dans le dur, qui va te faire perdre des points vêtements. Donc voilà, c'est là où moi perso j'ai envie d'être que Sommer rassure assez vite. Sinon voilà, c'est vrai que l'Inter devra patienter avant de retrouver un gardien vraiment hyper fiable sur la durée. Et on parlait un peu d'Anatoly Trubin sur le poste de gardien, mais l'Inter voulait pas aller au-dessus d'une certaine somme avec son contrat qui allait expirer. Et puis Benfica est intervenu c'est et a ça. accepté, on va dire, d'avoir la moitié du joueur, parce que bon, on est à 40% sur la future revente. Ça a deux doigts, voilà, il va falloir reverser 40% de la future revente, même si on sait que Benfica va très bien vendre. C'était pas des conditions qui plaisaient à l'Inter. Et pour le futur, alors évidemment, on va voir, surtout qu'un an avant, c'est compliqué d'anticiper. Odero aussi qui est venu et qui est d'ailleurs à 26 ans, parce que certains pensent qu'il a la trentaine passée. C'est un jeu, entre guillemets, il a que 26 ans. On va voir un peu Oui, c'est aussi vrai. qu'est-ce que Inzaghi va faire. Est-ce qu'il est reparti sur une nouvelle alternance? Est-ce qu'il est parti sur un Sommer numéro 1, Aodero numéro 2, mais si Sommer commence à piquer un peu trop du nez, peut-être que Aodero peut prendre la place. On va voir un peu la gestion des gardiens de but. Et mine de rien, Adrien, pour finir aussi sur cet aspect, il y a aussi du coup les côtés, les pistons, où il y a eu des recrues des deux côtés avec Carlos Augusto justement de Monza qui rejoint l'Inter pendant que Gossens est parti à l'Union Berlin, et Cuadrado qui a rejoint l'Inter librement pendant que Bellanova finalement par décision de l'Inter n'a pas été racheté et est parti au Torino d'ailleurs.
Sur les ailes, moi, Adrien, je suis presque sûr qu'on a fait un upgrade, parce que Gossens, on sentait que dans le style de jeu de Simone Inzaghi, ça passait pas. D'ailleurs, c'est vrai que, mine de rien, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, les joueurs qui sont partis de l'Atalanta sur les 6 dernières années et qui ont explosé dans les clubs C'est dur pour eux. qui sont arrivés. C'est vrai que après, c'est vrai qu'en plus certains joueurs, même entre guillemets un caissier qui avait bien réussi un peu sur une année et demie au Milan, ça a été plus compliqué au Barça et il est reparti en Arabie Saoudite. Bon, Gagliardini, j'ai pas besoin d'en parler. Et d'autres joueurs. Donc c'est vrai que là sur Gossens, ça fitait pas tellement avec le style Simone Inzaghi. Bon, Di Marco et surtout que mine de rien, Gossens c'est un peu, enfin, je vais dire marrant. Bon, pas pour lui, Adrien, mais il arrive à l'hiver. Il arrive à l'hiver 2022. Perisic fait 6 mois exceptionnels, donc il joue pas une minute ou presque. Perisic part, donc il se dit allez, là c'est la saison pour Gossens. Il commence un peu titulaire. Bon, c'est pas des matchs ouf, c'est pas nul, mais c'est pas non plus incroyable. Et puis après un rassemblement de la Nationale en septembre, Di Marco qui est le meilleur joueur de ce rassemblement, Di Marco revient, Inzaghi se dit bon, on va essayer de le retester un peu en piston, et là Di Marco verrouille le poste et Gossens ne touche plus à la place de titulaire jusqu'à la fin de saison. Donc il a eu ses blessures, il a eu le style de jeu qui n'a pas fité avec Inzaghi, la connexion n'a pas prise. Perisic était monstrueux, puis Di Marco l'a été aussi. C'est vrai aussi par rapport à Gossens, et on parlera des autres pistons, Adrien, mais surtout que bon voilà, c'est un peu c'est du coup la fin d'aventure pour Gossens à l'Inter, mais c'est vrai que c'est un joueur qui, mine de rien, à l'Inter, il a un peu eu tous les éléments, il a eu beaucoup d'éléments contre lui en tout cas. Et malheureusement, voilà, comme on dit, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Et c'est vrai que pour le moment, l'Inter, ça a été un mauvais contexte. Et malheureusement, il n'a pas eu beaucoup d'éléments en sa faveur. Tu as bien résumé le cas Gossens et sa déception, et je pense que tu as raison aussi d'englober pas mal de joueurs de l'Atalanta qu'on a bien connus, comme Papou Gomez. C'est sûr que c'est difficile pour eux de sortir, de s'expatrier du système Gasperini. On l'a bien vu, et Gossens en plus avait pas mal de petits peu physiques qui ont toujours un petit peu gêné ça, mais tu vois, bon, il y a ce but contre le Barça, notamment en phase de groupe, qui est important, donc il faut retenir aussi. Ce but contre la Lazio aussi, où il exactement. se pète l'épaule, je crois. Exactement, donc voilà, c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus différent. Je pense que tu as dit aussi quelque chose sur le style Inzaghi qui est assez intéressant sur ce qu'on peut attendre de ce fameux piston gauche. Et Di Marco, lui, est beaucoup plus efficace dans ce registre-là. J'aime bien l'idée Carlos Augusto parce que de ce que j'ai vu à Monza, c'était un joueur assez efficace qui était aussi très offensif, qui marquait beaucoup, qui était assez décisif. Donc je sais bien aussi de capter ce genre de joueur qui peut être impliqué sur des buts et des passives à un endroit où on l'attend pas forcément. Quadrado, je suis beaucoup plus sceptique. C'est comme Lukaku, on l'a vu hein, avec le Juve-Inter en Coupe d'Italie et tout, c'était extrêmement tendu. Il y a eu de la polémique, des incidents. On a vu Quadrado s'était chauffé avec pas mal de joueurs de l'effectif. Je t'avoue que ce move, je le comprends pas du tout. C'est vraiment pour moi une des surprises. Alors, je vais ouais, peut-être te surprendre, Adrien. ouais. Si j'enlève, encore, c'est ce que je répète souvent, si on enlève tout l'aspect rivalité, et moi je comprends évidemment qu'il y a des supporters qui le prennent en compte, et évidemment il n'y a pas de souci dans l'analyse, mais si on enlève tout l'aspect de rivalité, Quadrado, je le vois un peu comme un coup à la Acerbi, où tu prends un joueur très expérimenté et qui était un peu sur la roue, on va dire, de secours durant sa dernière année sa dernière saison. Mais avec un nouvel environnement, avec du coup une nouvelle méthode de travail, des nouveaux coéquipiers, un nouvel objectif aussi à poursuivre, parce que comme Acerbi, ça faisait longtemps, encore plus longtemps qu'Acerbi que Quadrado était à la Juventus. Travailler dans un nouvel environnement, même si c'est l'environnement du rival, si je puis dire, je pense que ça peut, entre guillemets, sur une saison, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a un contrat que d'un an, sur une saison, je pense que ça peut le faire, entre guillemets, ou je pense que le profil qu'il a est déjà bien plus utile. Tu vois, je parlais de joueurs qui, pendant la préparation, étaient plutôt pas mal. Quadrado a été l'un de ces joueurs où, notamment, il y a son match il y a contre le PSG et le match qui a suivi après le PSG, où je me souviens plus trop contre qui, où il a été plutôt pas mal. En fait, il a amené ce qu'on attendait de Quadrado, du dribble, de la fougue et surtout des centres aussi de qualité. Et je pense que c'est vrai que, c'est pour ça que je dis, si on met à part l'aspect rivalité, c'est d'ailleurs une de mes prédictions un peu de la saison côté Inter, Adrien. Moi, je pense que très rapidement, et par très rapidement, j'entends la journée 5, journée 7 de Serie A,
Cuadrado va s'installer titulaire à l'Inter et comme Di Marco entre guillemets a pris la place de Gosens, pour moi sur la saison en tout cas, Cuadrado si pas de pépin physique et s'il n'y a pas de problème physique, je pense que Cuadrado prendra rapidement la place de Dumfries parce que le profil de Cuadrado est déjà infiniment meilleur techniquement et surtout correspond bien plus à ce que demande Simone Inzaghi qu'un Dumfries qui, encore une fois, quand on revoit la finale et c'est compliqué. Techniquement, c'est vrai que Dumfries, c'est compliqué. Il lui faut, comme Gosens, c'est un contexte très spécial pour qu'il puisse s'épanouir, partir de très loin et lui donner des ballons en profondeur avec entre guillemets le moins de touches de balle pour lui. Je pense, je sais pas ce que tu en penses Adrien, que Cuadrado, je sens quand même entre guillemets une bonne saison pour lui à l'Inter. Mais c'est vrai que c'est la solution très court-termiste. Non, mais tu as raison de séparer le côté identité de club par rapport aux performances sportives. Et c'est vrai que tu as parlé de la qualité technique. On sait que Dumfries, c'est un peu trop aléatoire, surtout dans une équipe comme l'Inter et comme ce que demande Inzaghi, qui veut un peu plus maîtriser tous les paramètres. C'est vrai que Cuadrado, voilà, il peut apporter un peu plus de garantie de ce point de vue-là. J'aime bien aussi la comparaison avec Acerbi. Je reste encore sur ma réserve sur l'adaptation, dans le sens, voilà, le Juventini qui débarque à l'Inter avec les derniers incidents et tout. J'ai juste envie de voir. Après, si ça se trouve, oui, ça va très bien se passer. Il faudra après, oui, que l'Inter se décide à aller chercher, voilà, comme on dit, un piston majeur droit pour être le penchant de Di Marco, vraiment être ce joueur, voilà, fiable sur 3-4 ans qui peut apporter la garantie. Mais c'est vrai que moi, le move Cuadrado, je suis un peu tombé de ma chaise quand je l'ai vu. Et après, c'est vrai que comme on discute sur ce qui peut rendre comme service sur voilà quelques mois, une année et demie, oui, ça peut se comprendre. En plus, en étant libre, en étant un joueur là qui connaît par cœur la Serie A, qui sera très à l'aise à ce poste-là, qui peut occuper vraiment tout le couloir droit en délié à milieu en passant par latéral. Oui, ça a du sens. S'il n'était pas Juventini, ça aurait été un très bon move. Moi, c'est juste cette petite réserve sur, comme je te dis, cette identité où on l'a vu qu'il y avait vraiment une question très sensible avec le cas Lukaku. Et c'est vrai que voir Cuadrado débarquer à l'Inter, ça m'a étonné. Et on va finir quand même sur l'intéressé principal, quand même, Adrien. On parlait un peu de tous les interprètes et de leurs responsabilités, mais il y a quand même le chef d'orchestre aussi qui, comme tu l'as dit, est passé pas loin de se faire dégager en fin de saison dernière et qui a réussi à négocier une prolongation de contrat pour dire à quel point le foot va très vite. C'est vrai que Inzaghi, entre guillemets, il aura quand même pas mal de choses à prouver aussi cette saison, notamment gagner un Scudetto, parce que depuis qu'il a pris une équipe professionnelle qui est la Lazio en 2016, il y a eu la course au titre 2020 échouée, il y a eu le Scudetto aussi en 2021 échoué, en 2022 pardon, raté aussi, face au Milan à la dernière journée. Et du coup, il y a eu aussi les 18 points d'écart que tu as eu maintenant avec le Napoli. Donc, tu étais hors course dès le mois de janvier. Il y a beaucoup à jouer aussi pour Inzaghi, du coup, dans cet aspect-là où le recrutement a été fait pour lui. Est-ce que aussi, Adrien, comme circonstance atténuante, on ne va pas lui en donner tout de suite, il n'a même pas encore joué un seul match, mais il a perdu Lukaku. Bon, Dzeko était un peu sur la pente, on va dire, un peu descendante. Skriniar, Brozovic, Onana, tout ça en une saison. Et c'est vrai qu'en Italie, on ne peut pas remplacer un joueur de top qualité par un autre joueur de top qualité, malheureusement. Et que voilà, il y a, entre guillemets, cette perte de qualité claire d'un seul coup, avec notamment ces 4 joueurs-là. Est-ce que c'est quelque chose, entre guillemets, qu'on doit prendre en compte sur la saison en général d'Inzaghi, ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'on va prendre en compte juste sur les premiers matchs, le temps de l'adaptation des joueurs, et que voilà, malgré que ces joueurs-là sont partis, il y a quand même aussi des joueurs, certes moins bons, mais qui sont venus pour les remplacer et qui correspondent un peu plus aussi à l'idée de jeu de Simone Inzaghi. Est-ce qu'on doit être clément aussi sur cet aspect-là, Adrien, ou est-ce que non, cette fois-ci, ça fait quand même entre guillemets un Scudetto lopé côté Inter, ça fait 2 Scudetto entre guillemets aussi que tu n'as pas pris. Parce que comme le Milan et la Juve chaque année, peu importe l'équipe, les 3 du Nord sont les favoris pour le Scudetto. Et après aussi sont ratés côté Lazio. Est-ce que là, vraiment, c'est l'année ou jamais pour le Scudetto? Écoute, c'est vrai que quand tu listes tous les joueurs qui sont partis, évidemment, il y a des gros cadres, il y a des noms très importants comme Brozovic et Onana.
tu as des joueurs que par rapport à l'âge et certains contextes comme le Skriniar, que tu peux remplacer, mais ça reste quand même des leaders de vestiaire, des joueurs d'expérience. Aussi c'est le cas pour Dzeko. Donc la mission s'annonce ardue pour Simone Inzaghi. En fait, le constat que j'ai fait tout à l'heure pour Sommer, il peut s'appliquer aussi à ce coach. Je m'explique. Comme je t'ai dit, je trouve que c'est quelqu'un qui, dans les gros matchs, les grands rendez-vous, notamment sur la deuxième partie de saison avec des champions, je trouve qu'il a très très bien réussi à emmener son groupe là où il voulait, à être vraiment des fois une machine étouffante. C'est une équipe qui peut aussi très très bien résister sans rompre. Je me souviens que le 8e retour contre Porto, c'était très 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 chaud. Et il sait un petit peu modeler son équipe à sa manière, mais son gros problème, c'est que sur une saison à 38 journées, il y a quelques matchs où on ne sait pas pourquoi, ça passe au travers, ça perd des points bêtement. On ne retrouve pas cet Inter capable d'étouffer. C'est un peu un Inter en dilettante. Il y a quelques matchs qui me viennent comme ça à l'esprit, mais par exemple, celui contre Bologne, qui est perdu face au Bologne de Thiago Motta, je sais plus quand, mais c'est en 2023, où là pareil, enfin tu vois, dans le style de jeu, tu vois que le Bologne de Thiago Motta c'est très bien identifié. Par contre, on savait pas ce que voulait faire l'Inter d'Inzaghi. Donc c'est là où le défi va être majeur pour moi, c'est être un peu plus régulier et fiable vraiment sur ces matchs de championnat un petit peu bourbier, parce que pour moi, il y a de la qualité, il y a ce savoir-faire tactique où il a su prouver qu'il était vraiment très bon. Il savait être à la hauteur d'un dernier carré de Ligue des Champions. Il savait faire des différences, il savait remporter aussi des finales. Certes, la finale AC1, ça l'a pas fait, mais je pense que tout le monde a vu que l'Inter était capable de rivaliser sur un seul match avec n'importe qui. Et ça c'est plutôt louable, surtout face au City de Guardiola, ce qui est pas rien. Donc voilà, tu vois, il y a tous ces petits enjeux où on se dit, bon, comment ça va donner? C'est vrai qu'il y a un mercato qui a été assez actif. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui vont devoir s'intégrer à ce système. Écoute, moi je pars en étant plutôt optimiste. Il faudra voir évidemment l'arrivée du défenseur central et peut-être une dernière surprise, que ce soit en attaque ou au milieu de terrain. Mais pour moi, l'équipe est assez armée, à la profondeur de banc nécessaire pour faire allez, aussi bien la Ligue des Champions, ce serait quand même assez fou, on va pas se mentir, mais être, tu vois, un quart de finaliste de Ligue des Champions et être une équipe qui joue le Scudetto sans, que je te dis, avoir ces trous d'air. Comme c'est arrivé, en 2023, on a vu un Inter perdre beaucoup de points bêtement et se faire sanctionner par Naples qui eux ont perdu jusqu'en mars-avril très très peu de gâchettes. Et pourtant, hein, tu vois, l'Inter a battu Naples, hein, ça a été la première équipe à les faire tomber de mémoire, je crois, en Serie A. C'est ça. Et ce match, tu vois, c'est pareil, ça illustre très bien le cas. C'est que quand les mecs sont au rendez-vous, quand Inzaghi applique un plan et que c'est très précis de la première à la dernière minute, c'est une équipe qui est assez redoutable. Donc voilà, pour moi, le but de cette saison, c'est essayer de reproduire ce qu'on a pu voir sur ces grands rendez-vous et ces matchs de Ligue des Champions face à des équipes. Évidemment, c'est des blocs un peu plus regroupés, mais quand l'Inter sait être intense, je pense que même une équipe qui joue avec un bus, au bout d'un moment, elle explose quand tu vois ce qu'ils ont pu faire face au Milan, face au Benfica ou sur certaines rencontres. Pour moi, évidemment, sur 38 journées par rapport aux états de forme, c'est impossible, je sais bien, mais on a bien vu que l'an dernier, ils ont perdu le Scudetto parce que il y a eu trop de failles à droite à gauche. On va finir sur ça côté Inter. On va voir. De toute façon, dans 2 jours, on va avoir le pré-match samedi à 20h45 contre Monza. Je te remercie, Adrien, d'être venu, d'initier cette nouvelle saison de podcast pour la saison 2023-2024 côté Inter, et en espérant que tu puisses revenir prochainement. Écoute, avec grand plaisir, ravi d'avoir fait cette première de la saison et surtout c'était bien de faire en long et en large toute l'actu interiste. Merci à tous pour ce premier épisode de la saison, de l'avoir suivi. Et on se retrouve du coup prochainement pour un nouveau podcast. Ciao à tous. Salut. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!